Alors, avant de commencer avec la théorie polyvagale, on va peut-être aborder 2-3 petites choses sympathiques par rapport aux neurosciences. Pourquoi ? Parce que les neurosciences, en fait, sont en train de nous donner pas mal d'explications sur le principe du corps humain, sur comment fonctionne un cerveau, et ça nous donne des pistes, en fait, pour les approches qu'on considère, qu'on traduit par les approches psychocorporelles, mais pas uniquement. Alors moi, personnellement, je suis un fan donc, des neurosciences, et actuellement, je trouve qu'il y a de plus en plus de revues, de littérature qui est totalement accessible pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même un sacré progrès, parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je dois dire que les articles étaient assez indigestes. Et on ne voyait pas très bien à quoi ça allait nous servir. Alors, je vais vous rappeler quelques petits points principaux qui me semblent importants pour l'approche psychocorporelle. C'est d'abord le concept du cerveau. Le cerveau, ça a à peu près 100 milliards, on peut dire, de neurones, à peu près, approximativement. Il y a des auteurs qui disent 80, il y a des auteurs qui disent 200. Donc, on n'est pas encore tout à fait d'accord. Il y a à peu près, actuellement, on connaît en gros 200 types de neurones différents. La longueur varie d'1 millimètre à jusqu'à 1 mètre. Le neurone, c'est constitué d'un corps, d'un axone, donc c'est un tube, avec des dendrites. Et le principe, c'est que un neurone va toucher un autre neurone, toucher entre guillemets, et donc le système fonctionne avec cet assemblage de neurones. On sait que pour chaque neurone, il y a 50 cellules gliales. Donc vous imaginez qu'il y a 5000 milliards de cellules gliales, plus 100 milliards, on va dire, de neurones. Et tout ça constitue, on va dire, le fonctionnement du cerveau. Ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est à quoi servent exactement les cellules gliales. On sait que ça joue un rôle dans la connectite, mais probablement que ça joue un rôle bien plus important. Pour l'instant, les recherches sont encore en cours. Et ce principe va permettre toute la fonctionnalité du cerveau. Moi, je me rappelle que quand on nous parlait du cerveau au début de mes études, on disait que c'était quelque chose de statique. Maintenant, on sait que ce n'est pas du tout quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge et qui s'adapte en fonction des besoins et de l'environnement. On estime aussi actuellement 10 à 100 milliards de connexions synaptiques. Donc vous voyez à quel point un cerveau, c'est extrêmement complexe. Et puis, chose intéressante, les neurones ne sont pas que dans le cerveau. Vous en avez également au niveau du cœur, approximativement à peu près 40 000 neurones. Et puis, sujet qui est très à la mode, c'est au niveau du système digestif, il y a à peu près 500 millions. Mais 500 millions, quand on dit que c'est le troisième cerveau ou le deuxième cerveau, c'est quand même pas grand-chose par rapport à 100 milliards, on va dire, de cellules neuronales. Et la communication se fait donc uniquement par des neurotransmetteurs. Actuellement, on en connaît à peu près une centaine. Et tout ça fonctionne en synergie. Ça joue un rôle sur vos fonctions cognitives, sur vos fonctions sensorielles, etc., etc. Donc c'est un système complexe et on est encore loin d'avoir tout compris. L'autre élément important, c'est le cervelet, qu'on oublie souvent. Parce qu'on vous parle du cerveau en disant qu'il y a 2 hémisphères. Mais il y a une région extrêmement importante qui est le cervelet, qui se trouve à peu près là, qui constitue 10% de la masse du cerveau, mais qui contient 50% des neurones. Donc vous imaginez bien que ça ne sert pas uniquement de la coordination motrice, mais ça joue un rôle dans les fonctions cognitives, ça joue un rôle dans l'émotion, et ça jouera probablement d'autres rôles encore, parce que là, on est encore en pleine recherche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des gens qui font des approches psychocorporelles, ça veut dire que le mouvement joue un rôle important. Il joue un rôle important dans la cognition. Donc vous voyez bien que moi, je bouge les mains pour pouvoir m'exprimer. Ce n'est pas parce que j'ai des origines italiennes, hein, je précise. Donc, c'est une fonctionnalité qui est tout à fait naturelle. Et effectivement, certains mouvements vont plus nous parler que d'autres. Donc, des approches, par exemple, je prêche pour ma paroisse comme le Qigong, jouent un rôle dans le mouvement. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'une histoire de perception, mais c'est aussi une histoire de ressenti émotionnel et de ressenti cognitif. Et puis, pour terminer... Non, j'avais encore 2 autres points, pardon. La plasticité neuronale, donc je vous en ai déjà parlé, hein, donc c'est cette fameuse connexion, ces connexions qui se mettent en place en fonction, disons, des événements que le sujet vit. Il y a également les cellules souches, et c'est quelque chose qui persiste tout au long de notre vie. Alors qu'on nous disait déjà, enfin, quand je faisais mes études, on me disait non, mais en fait, c'est statique, ça ne bouge pas, et maintenant on est complètement revenu en arrière. Donc ça veut dire
que quel que soit l'âge, l'apprentissage est possible. Certes, il y a des limites, mais l'apprentissage est possible. Et ça, c'est quelque chose d'important vis-à-vis de certains patients où des fois, on a l'impression qu'ils ne veulent surtout pas, disons, changer, alors que cette plasticité, disons, va les aider. Et puis, n'oublions pas l'épigénétique. Ça, c'est quand même un sacré chapitre. Là, on est dans l'histoire de la cellule. Et quand on rentre dans ce processus-là, on sait que la cellule a, on va dire, un noyau dans lequel vous avez un ADN. Pour compacter cet ADN, vous avez une protéine qui s'appelle l'histone et le tout s'appelle une chromatine. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir permettre une expressivité, on va dire, des gènes, il faut que cet ADN s'ouvre. Et en fait, l'épigénétique a constaté qu'il y avait plusieurs interrupteurs qui font que soit ça s'ouvre, soit ça se ferme. Et ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est quelque chose d'assez fondamental. Ça veut dire que l'interaction ne se situe pas uniquement au niveau neuronal, mais elle va jusqu'à un niveau cellulaire. Pour exemple, il y a eu une recherche qui a été faite par un membre de l'association des médecins acupuncteurs romans qui a voulu voir quel était l'impact d'une aiguille quand on pique chez une souris et quel était l'impact au niveau cellulaire. Et effectivement, il y a une réponse au niveau épigénétique. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et ça montre à quel point quand vous avez la joie et le bonheur de faire une procréation naturelle, dans le sens que vous allez avoir des enfants, vous allez leur transmettre pas seulement une information uniquement d'ADN, mais vous allez transmettre une information de votre propre vécu au niveau de votre environnement. Et ça, c'est quelque chose qui se transmet. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et on comprend mieux aussi des fois certains parcours de certains patients. Et quand on reprend l'historique, on voit à quel point il y a des choses qui se répètent et ce n'est pas un hasard. Il y a à peu près en gros 4 millions d'interrupteurs. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, c'est que tout ce qui fait partie de votre environnement va jouer un rôle dans l'ouverture et la fermeture des interrupteurs. Donc, ça veut dire ce que vous mangez, vos émotions, vos relations, les vibrations, votre activité physique va jouer un rôle. Donc, encore une fois, les approches psychocorporelles ont du sens parce que ça va permettre cette ouverture de ces interrupteurs. Et chose importante, les gènes ne s'activent pas eux-mêmes, ils s'activent par rapport à leur environnement. Bien, alors on va attaquer la théorie polyvagale. Alors, en fait, la théorie polyvagale, c'est une théorie qui va nous donner, on va dire, des pistes de traitement. C'est une théorie qui existe depuis 1994. La première fois que ça a été décrit, c'était lors d'une conférence donnée par Stephen Porges, qui est le concepteur de cette théorie polyvagale. Et surtout, à la base, ce n'était pas du tout dans une logique de pouvoir, dans une logique par rapport à des approches psychothérapeutiques. C'était simplement pour générer des hypothèses qu'on pouvait vérifier. Et en fait, le principe, c'était de comprendre comment le système nerveux autonome influence en fait les processus comportementaux et physiologiques. C'était ça, en fait, l'idée de départ. Alors, ce qui est, disons, intéressant dans cette théorie, c'est surtout cet aspect entre le lien de la régulation du cœur qui s'est en fait produit au cours de l'évolution des vertébrés. Et en particulier, la transition entre les reptiles primitifs et les premiers mammifères. Et on voit que, en fait, ça a progressé avec 3 étapes globales. La première étape, c'est un circuit qui, en fait, était plutôt d'immobilisation. Vous voyez, je le prends en sens inverse, et vous allez comprendre pourquoi, qui est pratiquement présent chez tous les vertébrés, c'est en fait cet aspect de sidération. Le deuxième circuit, c'est plutôt des comportements de mobilisation. C'est là où apparaît le système sympathique. Et le troisième circuit qui nous intéresse, c'est un circuit qui calme et incite les autres en fait à se calmer. Et c'est ce circuit qui s'est développé, on va dire, à la fin du développement, de l'évolution. Et c'est ce circuit auquel nous, on s'intéresse pour pouvoir, on va dire, travailler avec ces fameuses approches psychocorporelles. Donc, on l'appelle système d'engagement social. Parce que c'est un circuit qui ne peut être accessible que quand on est dans des états de confiance et de sécurité.
Et quand ce système s'en va, en fait, il y a un deuxième circuit qui se met en place, c'est le système sympathique-parasympathique. Et quand ce système ne peut plus, on va dire, agir, c'est le tout premier circuit de départ, qui est un circuit d'immobilisation. Et tout ça se fait de manière inconsciente. Donc on imagine bien que chez des patients traumatisés, quand ils vous expliquent leurs problématiques, eh ben, on voit exactement ce cursus de ces circuits qui se mettent en place. Alors, je trouve beaucoup plus simple d'expliquer à des patients en fait dans quel état ils sont, en précisant bien que c'est un système de régulation autonome en soi, mais qui dépend de l'environnement et de comment le système nerveux central interprète, on va dire les informations. Et en fait, ce régulateur adaptatif, qui est le système d'engagement social, il va agir sur ces deux systèmes-là, et on a souvent un peu cette modalité en forme de vague. Ça va un peu moins bien, ça va un peu mieux, etc. Et en fait, ce système, il va, on va dire, interagir avec les deux autres. Donc tout ça est en interconnexion, ce n'est pas un système après l'autre, en fait. Moi, ce que j'avais appris donc, durant mes études, c'était que le système nerveux autonome, par définition, il était autonome. Ça veut dire, il fait, il gère, et puis voilà, ça suit. Et on nous avait expliqué qu'il y avait un système activateur sympathique et un système, on va dire, plutôt ralentisseur parasympathique, et ça agissait sur à peu près tous les organes. Donc c'est ce fameux deuxième système au cours de l'évolution qui s'est mis en place. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que le système nerveux autonome est influencé par le système nerveux central. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, bien qu'on utilise un terme qui, à mon avis, est faux, parce que ce n'est pas un système si autonome que ça. Oui, il régule la physiologie du corps, mais en fait, il dépend des types de réponses que va lui donner le système nerveux central, et pas uniquement au niveau, on va dire, de l'extérieur, mais aussi au niveau de la perception des organes. Et on a donc toujours, ce que je vous ai dit, ces fameux 3 stades évolutifs. Donc le premier stade, les vertébrés dépendaient d'un nerf vague non myélinisé. Et puis le deuxième stade, mise en place d'un système sympathique excitateur. Et le troisième stade, c'est l'apparition chez les mammifères d'une voie vagale supplémentaire qui, elle, est myélinisée. Et les cellules d'origine, en fait, viennent du fameux premier nerf vague, au niveau du noyau dorsal, qui se trouve au niveau du tronc cérébral et qui a migré vers le noyau ambigu. Donc je vous fais un petit peu d'anatomie par rapport à, disons, ce qu'on sait. Donc tout ça a été évolutif. Maintenant, on comprend aussi assez bien pourquoi on peut interagir avec un animal, un mammifère, c'est-à-dire votre chien, votre chat, c'est ça qui se met en place en fait. On sécurise le chat, on sécurise le chien, et l'interaction peut se faire. Chez les mammifères, les voies vagales non myélinisées régulent principalement des organes qui se situent au-dessous du diaphragme, alors que la voie vagale myélinisée, donc l'engagement social, c'est le contraire. Ça va réguler plutôt les organes au-dessus du diaphragme, poumons, cœur et la face. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important d'avoir, disons, cette régulation au niveau de la face, parce que tout ça va jouer un rôle dans ce qu'on appelle l'engagement social, entre autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le but de ce fameux nerf vagal myélinisé, donc pourquoi myélinisé? Parce que c'est une réponse très très rapide. Alors que quand un nerf n'a pas de myéline, en fait la réponse est moins rapide. C'est une histoire simplement de rapidité de l'information en fait. Et ce qui est important, c'est que pour pouvoir favoriser un engagement social, il faut que je ralentisse en fait ma fréquence cardiaque, c'est-à-dire que je dois être un peu plus posé pour pouvoir interagir, sinon c'est pas possible. Et ensuite, tout le système, le reste du système va se mettre en place. Et vous allez voir que en fait, le système, il est plus complexe que ça. C'est pas qu'une histoire de nerf vagal myélinisé, c'est qu'on fait appel aussi à d'autres nerfs crâniens qui vont aussi jouer un rôle. Donc, en résumé, sur le plan fonctionnel, le système d'engagement social découle d'un lien entre le visage et le cœur qui coordonne le cœur avec les muscles de la face et de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une augmentation de l'influence des voies vagales motrices, myélinisées, sur le stimulateur cardiaque, ralentit la fréquence cardiaque et va donc inhiber les mécanismes de lutte ou de fuite du système nerveux sympathique, donc le deuxième système, amortir le système de réponse au stress de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et réduire l'inflammation en modulant les réactions immunitaires. Donc c'est quand même pas anodin
au niveau de ce système, la puissance que ça a. Donc ça n'agit pas que sur une histoire d'engagement, mais ça va bien plus loin au niveau physiologique. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que les noyaux sources du système d'engagement social, du tronc cérébral, sont influencés par des structures cérébrales supérieures et par des voies sensorielles provenant des organes viscéraux. Donc c'est ce que je vous ai dit déjà avant. Donc il y a le système nerveux central qui envoie une information et les viscères également. Donc, là, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. Si vous avez tous suivi jusque-là, si vous êtes perdu, ne me le dites pas, mais on va y arriver. J'ai fait un résumé à la fin. Donc vous voyez que le modèle de Stephen Porges, ce n'est pas un modèle si simple. On vous résume ça en disant c'est une théorie vagale, point barre. C'est plus complexe que ça. Et encore une fois, quand on lit... il a fait un excellent livre, je vous ai donné les références d'ailleurs. Quand vous lisez ça, vous vous rendez compte à quel point il y a quand même beaucoup de recherches derrière. Ce n'est pas qu'une histoire théorique uniquement, mais ça nous donne après des pistes. Vous allez voir, je vais simplifier ça par la suite. Alors, concentrez-vous dans la mesure du possible. Donc, le complexe vago-vagal est un système dédié au mouvement, à l'émotion et à la communication. Donc, encore une fois, on a l'impression que l'émotion et les cognitions, ça se passe là. Et en fait, ça se passe un peu plus bas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il est constitué de fibres référentes qui prennent origine dans le noyau ambigu. Donc, rappelez-vous de cette histoire où je vous ai dit qu'il y a une migration des cellules neuronales du noyau moteur dorsal vers le noyau ambigu au niveau du tronc cérébral. Ça, c'est de la phylogénétique. Et puis alors, il y a d'autres nerfs crâniens qui vont venir faire joujou. Et tout ça va permettre le contrôle, entre autres du larynx, du pharynx, de l'œsophage et du cœur. Et également au niveau du cœur et des bronches. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce complexe vago-vagal, ce n'est pas qu'un complexe uniquement du nerf vague ventral myélinisé, mais il y a également d'autres nerfs crâniens qui sont intégrés dans ce système. Et tout ça s'est fait progressivement avec le temps. Nous, on est, disons, la résultante de ce résultat. Donc, une caractéristique majeure du complexe vago-vagal, c'est que les fibres dérivées des arcs branchiaux primitifs, donc c'est au tout départ quand, au niveau de l'embryogenèse, ont évolué pour former ces fameux nerfs crâniens. Donc, il y en a 5. 5, 7, 9, 10 et 11. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler en psychocorporel. Donc, ces fibres somatomotrices, mais elles ne sont pas que somatomotrices, elles sont aussi sensorielles, prennent leur origine dans ces nerfs crâniens, contrôlent les muscles tels que les muscles faciaux, de la mastication, des ailes du nez, de l'oreille moyenne, du larynx, du pharynx, de l'œsophage. Et puis, il y a encore d'autres fibres référentes qui, pour nous, sont moins importantes, sauf pour l'aspect du cœur et des bronches. Donc, on va reprendre ces nerfs crâniens et on va voir à quoi ils servent. Alors, le 5, trijumeau. Donc, il joue un rôle extrêmement important dans la transmission sensitive des informations perçues au niveau du visage, et puis il joue un rôle essentiel dans les mouvements de la mandibule et de la mastication. Et il agit également sur les petits os de l'audition. Le 7, donc le nerf facial, lui, il agit sur l'expression faciale. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu des études, on a fait des découvertes comme ça, où on s'est amusé à faire sourire les gens. Puis on a regardé ce qui se passait. Alors, si vous souriez, vous voyez mon sourire très naturel, vous allez voir qu'effectivement, vous allez vous sentir un peu mieux. Un peu con sur le moment, mais un peu mieux. Je précise. Mais, effectivement, ça marche. Donc, ce n'est pas un hasard que dans certaines approches très ancestrales, notamment dans le monde du Tao, on parle de ce fameux sourire intérieur. Donc, quand vous faites l'exercice, vous les voyez sourire de manière un peu béatitude, comme ça. Mais en fait, ça joue un rôle. Pourquoi? Parce que tout bêtement, ça va activer votre système d'engagement social. C'est ça la raison. Le 9, donc le glossopharyngien. Il joue un rôle au niveau du pharynx, mais aussi de la langue. Donc, il participe au mouvement de la gorge. Donc, quand vous faites bouger votre gorge, encore une fois, vous activez votre engagement social. Pourquoi? Parce que c'est un système qui va dans les deux sens. Le 10,
alors lui, c'est le Graal du Graal, hein. C'est un nerf qui innerve tout. Donc, si on l'active au maximum, on va avoir un résultat, on va dire, super bon. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il innerve? Pas que le cœur, pas que la partie du cœur et des poumons, mais également les bronches, l'œsophage, la foie, la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, les reins, pancréas, c'est une partie du gros intestin. Ça, c'est la fonctionnalité du nerf vague au sens large du terme. Ça comprend le nerf vagal dorsal et le nerf vagal myélinisé. Et en fait, le 11, qui assure les mouvements de la tête, donc qui agit sur les muscles sternocléidomastoïdiens et les trapèzes. Alors, voilà le résumé. Hein? Donc ça, c'est encore plus clair. Donc le cortex, système nerveux central, avec lequel on voit qu'il y a une interaction. C'est-à-dire, il envoie des informations, il reçoit des informations, rien de nouveau sous le soleil. Et puis, ça donc va dans les noyaux des nerfs crâniens, ces fameux nerfs crâniens, donc le 5, le 7, le 9, le 10, le 11. Et vous voyez sur quoi ça va agir. Bronches, cœur, mastication, muscle de l'oreille moyenne, muscle de la face, larynx, pharynx, mouvement. Et là, vous allez après avoir la réponse au niveau de l'environnement. Donc, ça veut dire que si vous agissez d'une manière ou d'une autre sur ces fameux nerfs crâniens, donc vous allez agir sur l'engagement social. Merci. Et puis, chose intéressante, c'est que, en fait, l'état physiologique est une partie fondamentale de l'émotion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, suivant dans quel état je suis déjà au départ physiologiquement, mon émotionnalité va, évidemment, il va y avoir un rôle direct et indirect. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déjà, quand on suit des patients, les mettre dans une position physiologique plutôt posée, parce que sinon, ça ne marche pas. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque le problème un peu trop vite. On y va, et en fait, c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait déjà les poser, et ensuite, on devrait aller un peu plus en avant. Maintenant, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, selon l'état physiologique, les mêmes signaux sont évalués de manière réflexe comme neutres, positifs ou menaçants. Donc, ça veut dire que si moi, je suis en état d'alerte physiologique, même si le signal est, disons, sympa, je vais peut-être l'interpréter comme quelque chose de pas terrible. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et souvent, quand vous voyez certains patients, ils ont de la peine à faire la part des choses entre ce qui est bon et pas bon. Simplement parce qu'ils sont dans un état beaucoup trop, on va dire, d'alerte. Et, chose intéressante, il y a une recherche qui avait été faite en 2005 et qui dit bien que la stimulation du nerf vague sur la fonction cognitive et les régulations des émotions joue aussi un rôle. Donc ça veut dire que quand moi j'agis sur le nerf vague, j'agis pas que sur des aspects physiologiques, mais j'agis sur des aspects émotionnels et cognitifs aussi. Donc, voyez un peu toutes les pistes que vous allez avoir. Alors, en résumé, il y a un lien bidirectionnel entre le cerveau et les viscères qui expliquerait comment les pensées modifient la physiologie et comment l'état physiologique influence les pensées. De plus, lorsqu'une personne modifie ses expressions faciales, l'intonation de sa voix, son mode de respiration et sa posture, elle modifie également sa physiologie par le biais des circuits impliquant des voies vagales myélinisées, entre autres, vers le cœur. Et, chose intéressante aussi, c'est qu'on peut mesurer en fait cet état par la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc quand j'entends des gens me dire « je fais de la VFC », j'ai envie de leur dire « non, vous ne faites pas de la VFC ». Vous détectez un état physiologique et à partir de là, vous allez faire un exercice qui va moduler la réponse de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors c'est clair que maintenant, ils en ont fait un modèle, il y a du marketing derrière. C'est un outil très intéressant, très efficace, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser et à quoi ça sert. C'est pas j'agis sur la VFC. Non, je fais un exercice où je vais avoir une réponse de mon état physiologique. C'est différent. Et il faut aussi savoir que cette notion de VFC, elle est étudiée depuis plus de 100 ans, alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose de récent. Mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui existe depuis bien fort longtemps. Et au départ, la recherche pour la variabilité de la fréquence cardiaque, je rappelle que ça avait été fait pour des problèmes de cardiologie. Après, par la suite, ça a été utilisé en psychologie. Et enfin, une notion importante, c'est la neuroception.
La neuroception, en fait, moi j'appelle ça l'instinct. C'est un concept global qu'a émis donc Stephen Porges, qui permet de repérer s'il y a danger ou pas. Donc, c'est un système qui existe depuis la nuit des temps, chez nos ancêtres, et ça permet assez vite de voir s'il y a un risque ou pas. Mais en fait, ce système-là n'agit pas que... Enfin, ne donne pas uniquement une information sur l'environnement, mais il donne aussi des informations sur l'état viscéraux de vos organes. Ça, c'est aussi important de le savoir. Et c'est un mécanisme autonome, inconscient. On utilise même le terme de réflexe qui peut modifier instantanément l'état physiologique du sujet. Et on pense qu'il y a quand même des détecteurs situés dans des zones du cortex temporal qui sont sensibles donc à l'intentionnalité des mouvements biologiques, notamment de la voix, du visage, des gestes, des mains, et ça pourrait être impliqué dans le processus de neuroception. Donc c'est un système qui donne cette information, c'est sûr, c'est pas sûr. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'application clinique. Donc là, je vous ai fait une synthèse de la théorie polyvagale. Je vous encourage à lire ces 2 beaux petits volumes de Stephen Porges. Ils font à peu près entre 300 et 400 pages, traduits en français ou en anglais. C'est un excellent livre de chevet. On dort bien la nuit après, en général. Puis le matin, on se dit qu'est-ce que j'ai compris de cette histoire? Donc, la première chose que, en fait, a dit Stephen Porges, il dit que il faut que les signaux de sécurité constituent un antidote efficace et profond. Donc, il a raison. Donc, il faut vraiment essayer de mettre en place ce système de sécurité. Et en fait, c'est pas mettre en place un lieu sécurisé, c'est que le sujet doit ressentir le fait d'être en sécurité. C'est pas la même chose. Alors, comment sécuriser le patient? Alors, première règle, il faut que déjà le thérapeute soit lui-même sécurisé. S'il ne fait pas ça, on est mal barré. Parce que moi, j'ai vu des fois des jeunes thérapeutes arriver de manière très motivée, même trop motivée, et je voyais le patient qui sortait de la consultation un peu abattu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se sécuriser soi-même, c'est-à-dire mettre en place son engagement social. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut déjà un peu se checker par soi-même. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On y va en attaque. Alors, c'est clair que des fois, en consultation, quand on a beaucoup de monde, on ne prend pas ce temps-là. Et il faudrait le prendre normalement. Donc, la première chose, il faut activer son propre engagement social. Donc, il y a différentes méthodes. Méditation, respiration, technique d'ancrage, être attentif à la communication non verbale, l'intonation de la voix du thérapeute, la posture corporelle joue aussi un rôle. Alors évidemment, on ne va pas penser à tout ça. Je veux dire, il faut prendre un élément et sur lequel on va se centrer. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on se met, nous, en position sécure, eh bien, ça développe des voies neuronales pour le patient. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si moi, je suis en position sécure, ben effectivement, il va y avoir une action au niveau de sa propre plasticité neuronale. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est hyper important. Et des fois, on l'oublie, ça, malheureusement. Alors, maintenant, comment on va pouvoir agir pour activer l'engagement social chez les patients ou les patientes? Bien, tout simplement par l'activation des nerfs crâniens. Le 5, le 7, le 9, le 10 et le 11. Alors, comment on va faire ça? Alors, le 5, je vous rappelle ce qu'il fait. Transmission sensitive et sensorielle des informations perçues au niveau du visage. Et joue un rôle essentiel dans le mouvement de la mandibule et innerve les muscles masticateurs. Il agit sur les muscles des petits os de l'audition. Donc, ça veut dire que je peux faire du tapotement, du massage du visage, je peux faire de la mastication et je peux travailler sur le son et la vibration. Et avec ça, eh bien, j'obtiens un résultat très intéressant. Donc, vous voyez que quand on comprend ces concepts, on voit qu'est-ce que ça va nous donner comme ouverture et comme porte possible pour pouvoir mettre en place cet engagement social. Le 7. Alors, je vous ai parlé de l'expression faciale, d'accord? L'exemple de faire ce fameux sourire, mais je ne vous ai pas dit que, en fait, il assure le transport d'informations sensorielles gustatives des 2 tiers antérieurs de la langue.
Donc ça veut dire que je pourrais faire des exercices de gustation. Et effectivement, bon, peut-être pas des trucs dégueulasses, on s'entend, hein, je veux dire, des choses agréables. Et on va voir effectivement une réponse aussi au niveau de l'engagement social. Le 9. Lui, il agit surtout au niveau du pharynx, mais aussi de la langue. Donc ça veut dire qu'il va participer au mouvement de la gorge. Donc tous les exercices de travail de respiration, la vocalisation, donc comme le chant tout bêtement, la déglutition, suffira à activer encore une fois l'engagement social. Le 10, on n'en parle même pas parce que lui c'est on va dire le Graal en soi. On peut travailler de différentes manières puisque en fait il a une action sur pratiquement tous les organes. Donc on peut travailler à la fois sur la respiration, la vocalisation, on peut travailler sur la régulation de la fréquence cardiaque, on peut travailler sur la mobilisation du cou et sur l'interoception. Et enfin, le 11, qui lui agit sur les mouvements de la tête, eh bien, on peut travailler simplement sur une simple mobilisation de la tête. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Et vous pouvez même combiner, en fait, plusieurs nerfs crâniens. Vous pouvez activer plusieurs nerfs crâniens. Donc, avec ça, vous avez, on va dire, une palette de possibilités qui vous aide à favoriser cet engagement social. Donc, je résume. Première chose, il faut que nous, on soit dans un engagement social. Ça aide le patient à rentrer dedans. Et ensuite, on peut travailler par l'intermédiaire de ces fameux nerfs crâniens. Voilà, j'ai terminé.